On a eu un grand Nicolas ce matin, je crois. Oui, un grand Nicolas qui a décidé d'adresser un message très personnel à Rima Assad. Et justement, ça tombe bien, Christophe, puisqu'on voulait parler du groupe LFI. Alors, on en a beaucoup entendu parler ces derniers jours, mais il y a encore et encore des rebondissements. Le groupe LFI qui a eu la bonne idée de publier une affiche appelant à une manifestation contre l'extrême droite. Et sur cette affiche, Cyril Hanouna, modifiée, grimée, de manière à ce que l'image paraisse, en tout cas, antisémite. Elle a été retirée depuis. Est-ce que d'ailleurs pour vous c'est de l'antisémitisme? Comment vous avez vécu vous ces événements de ces derniers jours? C'est typique de l'antisémitisme que pratique, que répand la France insoumise. C'est ce qu'on appelle l'antisémitisme par allusion. Vous savez, ils ne disent pas sale juif ou mort juif, bien sûr. Simplement, ils produisent une phrase ou un visuel dont on peut penser qu'il y a un arrière-plan antisémite. Bon, avec Hanouna, c'est assez évident, c'est ce qui a d'ailleurs troublé un peu les esprits même chez LFI. C'est tellement proche des caricatures de juifs, des films de propagande nazis, que ce soit le juif éternel ou le juif sus, c'est tellement cloné de cette iconographie-là qu'il n'y a pas de doute. Mais rappelez-vous, quand David Guiraud parlait des dragons célestes, il faisait allusion à une caste riche qui domine le monde dans un manga célèbre, et c'était évidemment une référence chérie des antisémites. C'est la même chose quand Mathilde Panot parlait d'Elisabeth Borne comme rescapée, ou quand Jean-Luc Mélenchon nous disait que Yael Braun-Pivet campait à Tel Aviv. Toujours l'allusion antisémite. Alors évidemment, ça soulève de la colère, ça soulève de la polémique, ce qui permet d'ailleurs de faire de la publicité, et puis ensuite, il recule en disant « Mais comment ça? Mais vous avez l'esprit mal tourné, vous voyez de l'antisémitisme, Alors oui. Il n'y en a pas !» Alors justement, Jean-Luc Mélenchon était en colère sur le plateau de France 3. Vous l'avez vu, Christophe Barbier, il était invité hier de l'émission Politique. Il a été interrogé sur cette affiche. Il a répondu très sèchement « Ça suffit maintenant de nous accuser d'antisémitisme ». Ça ne suffit pas, voilà. Il avait dit aussi sur Inter, lâchez-nous. Non, il ne faut pas le lâcher. Il faut traquer tous ces dérapages, toutes ces allusions antisémites. Surtout quand ça vire dans le ridicule. On a quand même entendu un député LFI, Paul Vanier, nous expliquer que c'était la faute d'Elon Musk, parce que la caricature avait été fabriquée à l'aide d'une intelligence artificielle que le milliardaire américain contrôlait. Donc vous voyez, on est vraiment dans le ridicule, mais c'est toujours la même démarche, c'est-à-dire par allusion, faire passer ce que l'on peut appeler un antisémitisme d'atmosphère. Alors en tout cas, on a vu que beaucoup de monde s'était révolté, la gauche notamment s'est révoltée contre cette affiche. LFI a dû supprimer d'ailleurs cette image, on a reproduit d'autres derrière. Est-ce que c'est bien sincère selon vous de leur part? C'est toujours pareil avec la gauche, bien sûr, elle s'indigne, bien sûr, elle dénonce LFI, elle dénonce Mélenchon, mais quand il s'agit de passer aux actes, on signe l'accord de la NUPES, on signe l'accord du Nouveau Front Populaire, et finalement on se retrouve sur des tas de votes. À un moment donné, cette gauche, elle devra clarifier sa position sur les principes. Rappelez-vous, après le 7 octobre, le nombre de socialistes qui nous ont dit « Mélenchon, c'est fini, LFI, c'est terminé ». Et puis ils sont revenus à la soupe électorale dès la dissolution. Même Raphaël Glucksmann, dont on ne peut pas soupçonner la rigueur et la vertu. Même Raphaël Glucksmann, qui pendant toute la campagne des Européennes a été la cible de LFI et a rompu avec LFI, notamment sur le 7 octobre. Raphaël Glucksmann, il s'est couché devant les intérêts électoraux. Alors peut-être que la prochaine fois, il y aura la proportionnelle et que ça permettra aux socialistes de se libérer vraiment de LFI, mais on n'y est pas encore. Il y a toujours une domination psychologique presque de LFI sur le reste de la gauche. Alors puisqu'on parle de LFI, je voulais aussi vous faire réagir à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon sur France 3, parce qu'ils n'ont pas parlé évidemment que de cette affiche, ils ont aussi parlé de la guerre en Ukraine. Et pour Jean-Luc Mélenchon, Donald Trump est aujourd'hui celui qui nous menace physiquement. Mais en même temps, c'est ni Trump, ni Poutine, on ne sait pas trop où veut aller LFI, c'est le nini habituel des LFistes, Christophe. Oui, bien sûr. LFI est gêné aux entournures parce qu'ils sont favorables en sous-main à la Russie et depuis toujours, Jean-Luc Mélenchon n'a absolument aucune envie de se démener au service de l'Ukraine, mais ça l'embête que ça soit Trump aujourd'hui qui soit le meilleur allié de la Russie et qui fasse le jeu de la Russie. Parce qu'il y a deux choses fondamentales dans l'idéologie LFI en matière de géopolitique, c'est la détestation de l'Allemagne au niveau européen. Mélenchon avait écrit un livre qui s'appelait Le hareng de Bismarck pour dénoncer l'Allemagne. Et puis c'est la détestation des États-Unis, c'est-à-dire de l'atlantisme, dans un processus révolutionnaire inspiré de l'Amérique du Sud. Donc là, il se retrouve coincé. Comment détester Trump qui est américain, mais qui en même temps est en train d'aider les Russes? Donc il y a une sorte de court-circuit
à la fois du côté du Rassemblement national et du côté LFI, du côté de l'anti-atlantisme de l'EFI. On sait que, par ailleurs, globalement, le président Trump va parler dans quelques heures au président russe Vladimir Poutine. Ils vont s'entretenir au téléphone. À quoi s'attendre exactement, Christophe, selon vous ? À de la ruse de chaque côté, parce que Poutine a déclaré qu'il était favorable à ce cessez-le-feu, en tout cas qu'il étudiait l'idée. Oui, mais quoi ? Mais sous conditions. Et les conditions qu'il formule pour l'instant, et qu'on ne connaît pas toutes, elles sont évidemment inacceptables. Est-ce que Trump sera assez malin pour le faire revenir sur ces conditions, ou est-ce que Trump va jouer un autre bluff en disant à Poutine, attention, si tu n'acceptes pas le cessez-le-feu, ça sera, comme il dit toujours maintenant, l'enfer pour les troupes russes sur le front, parce que nous allons aider massivement l'Ukraine. Ça sera intéressant de voir de quel côté tombe Trump, sachant que le but de Trump, c'est pas l'intégrité du territoire de l'Ukraine, c'est pas non plus l'avenir de la Russie. Le but de guerre que vise Trump, c'est de mettre la main sur le sous-sol ukrainien. Et une partie de ce sous-sol riche en minéraux et en terres rares, il est du côté du Donbass, il est du côté Poutine. Donc il va essayer d'acheter la paix avec Poutine en lui expliquant que c'est bon pour la Russie et bon pour l'économie russe que de céder aux ambitions des Américains sur le sous-sol ukrainien. On aura l'occasion évidemment de revenir sur cette guerre Ukraine-Russie. On va parler aussi ce matin, Christophe, c'est important, de cette visite très commentée par ailleurs de Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre qui était en Israël à l'invitation de Caroline Yadan, la députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui sera d'ailleurs votre invitée demain matin à 7h45. On a vu beaucoup de loyauté de la part de Gabriel Attal. Il n'a pas fait de critique sur Israël. Il a surtout apporté son soutien aux Israéliens avec ce qu'ils avaient vécu ces derniers mois. Oui, il a été dans un soutien massif et total à Israël depuis le 7 octobre. Il a articulé ça avec une vision un peu inédite chez lui parce qu'il ne s'est pas beaucoup exprimé sur ces sujets, une vision un peu plus géopolitique. Ça n'est pas encore abouti. Le Proche-Orient, selon Attal, on ne voit pas encore clairement ce que c'est, mais on a déjà une ligne de force, c'est que la France serait aux côtés d'Israël totalement. Évidemment, c'est aussi une manière de prendre ses distances avec Emmanuel Macron, sans le déjuger. Il reste respectueux des positions officielles de la France, mais on voit bien qu'Emmanuel Macron, depuis quelques mois, est beaucoup plus sévère avec Israël, beaucoup plus ambivalent dans ses prises de position. Alors attention, si demain Gabriel Attal revenait aux affaires, on sait bien que la complexité d'un sujet comme le Liban, on sait bien que la complexité de nos relations avec les puissances arabes, par exemple le Qatar ou l'Arabie Saoudite, l'obligerait à mettre de l'eau dans son vin pro-israélien. Mais en tout cas, sur le discours et sur l'affichage, il est en train de cocher une case, la case pro-Israël de ce qu'est le nouveau parti Renaissance dirigé par Attal. Ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de visites de parlementaires en Israël. D'ailleurs, ça va se poursuivre à la fin de ce mois de mars. On sait que Jordan Bardella, le président du RN, est invité d'ailleurs en Israël pour une conférence contre l'antisémitisme. C'est la première fois qu'un responsable RN est invité officiellement en Israël. C'est important, ça dit quelque chose, Christophe, du climat actuel ? C'est très important, très important. D'abord, c'est le deuxième enterrement de Jean-Marie Le Pen. Là, il est vraiment mort et enterré, donc on tourne la page. Du côté israélien, on regarde le RN nouveau, le RN de Marine Le Pen et de Bardella. Ensuite, évidemment, Bardella n'a pas pu accepter cette invitation sans s'assurer le feu vert de Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, si elle le laisse aller, c'est parce qu'elle espère que ce voyage est une ambassade pour obtenir son visa à elle, qu'un jour, elle puisse aller en Israël, et ça serait une reconnaissance, bien entendu, très forte, accordée à Marine Le Pen si elle était reçue officiellement par les autorités israéliennes. Enfin, ça arrive quand même à un moment particulier, puisque Rima Hassan, dont Nicolas nous disait tout le bien qu'il pense d'elle il y a quelques minutes, elle a été refoulée à la frontière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en France, il y a une gauche radicale qui est identifiée comme antisioniste et antisémite, elle est refoulée, et puis il y a une extrême droite qui commence à être crédible dans le rôle, comme ils disent, de bouclier en France pour la communauté juive. Bouclier contre qui? Bouclier contre le péril islamiste, contre l'antisémitisme venu de l'islamisme politique, mais c'est faire un peu oublier vite qu'il y a aussi une menace d'extrême droite contre la communauté juive en France, contre les juifs partout dans le monde. Or, cette menace d'extrême droite, cette menace des nostalgiques du nazisme, elle est passée, et elle passe encore parfois, par le canal du RN. On se souvient des quelques députés un peu brebis galeuses, comme disait Bardella, qui avaient été identifiés en juin. Donc, il y a de ce côté-là, avec ce voyage, une manière d'absoudre le RN, peut-être un petit peu excessive. Alors, on voit bien qu'il y a un jeu de politique intérieure aussi en Israël, où le gouvernement Netanyahou voit arriver tout doucement le bout de la route.
mais c'est très important, c'est une forme d'impact, d'ingérence sur la politique intérieure française que ce choix fait par les autorités israéliennes. Et ça pourra jouer, selon vous, sur l'élection présidentielle de 2027 ? Ça pourra aider Marine Le Pen ? Oui, tout à fait. Ça pourrait aider Marine Le Pen parce que tout ce qui lui apporte une reconnaissance internationale, c'est-à-dire comme si elle était une chef d'État potentielle pour la France et que les pays se disent ça sera peut-être elle dans 2 ans, évidemment ça conforte sa stature. C'est important aussi parce que par rapport à la compétition à droite et à la droite de la droite, avec Retailleau par exemple, il faut qu'elle montre ses galons. Puis n'oublions pas que dans 15 jours, pile, jour pour jour, elle aura son verdict. Donc si elle a des ennuis judiciaires, il faut qu'elle prenne son bénéfice politique avant. Alors par ailleurs, vous l'avez dit, ça occulte toute une partie de l'antisémitisme de l'extrême droite française. Peut-être que les Israéliens connaissent mal. On a vu en tout cas que le philosophe Bernard-Henri Lévy avait annulé sa venue à la même conférence en apprenant justement que Jordan Bardella et Marion Maréchal y avaient été conviés. Est-ce qu'il a eu raison de le faire selon vous ? Sur le procédé un peu discourtois, il n'a pas tort. On l'invite, il dit oui, on ne lui dit pas qu'il y aura Bardella, il l'apprend après. Dans ce cas-là, quand vous allez à un dîner et que vous apprenez qu'il y a quelqu'un que vous n'aimez pas, vous êtes fondé à dire, écoutez, vous auriez dû me le dire avant, je ne viendrai pas dîner. En revanche, je pense que sur le fond, Bernard-Henri Lévy aurait peut-être dû dire, chiche, je suis pas d'accord avec cette invitation, je vais aller le dire. Puis je vais vous expliquer qui est Bardella, qui est le Rassemblement National. Parce que et le parcours de ce jeune homme, et le parcours politique de sa formation, mérite analyse. Qui était mieux placé que Bernard-Henri Lévy pour faire une sorte de radioscopie du RN et de Bardella en public en Israël, pour leur dire, vous leur faites confiance, vous les invitez, vous avez tort. Ils ne sont pas qui vous croyez. Peut-être qu'il aurait dû y aller, c'était un beau défi intellectuel et politique. Alors pour terminer, Christophe, on parle aussi de ce qui se passe en France avec la réforme des retraites. Le Premier ministre François Bayrou qui a annoncé qu'il refusait de remettre l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Alors est-ce que c'est une petite boulette, Christophe ? Il a créé un conclave pour redonner la main aux partenaires sociaux. Et là, avant même que le conclave ait terminé ses travaux, il leur tire le tapis. Donc, c'est Bayrou qui se tire une balle dans le pied. Il n'a pas réussi à être fidèle lui-même à sa méthode. Par ailleurs, il a donné du grain à moudre et c'est pour ça qu'il a dit ça. C'est pour ça qu'il a parlé des 62 ans à Édouard Philippe, qui depuis 48 heures, et notamment dans son meeting à Lille hier, a dit « ce conclave ne sert à rien, ce conclave est déraisonnable, la retraite, il faut travailler plus, il ne faut pas travailler moins ». Cette position un peu dure, jupéiste d'Édouard Philippe, c'est son ADN. Bayrou a donné l'impression de paniquer et de lui donner un point, lui donner un bon point. C'est quand même un véritable problème. Alors c'est vrai que sur le fond, que ce soit pour l'économie française ou pour dégager des marges financières pour des dépenses militaires, on ne peut pas contester la position de Bayrou. Peut-être que ce rêve des 62 ans est complètement caduc. Mais soit fallait le dire avant, soit fallait laisser le conclave aller au terme de ses travaux. D'autant que Bayrou est affaibli des deux côtés. Côté droit, il donne raison à Édouard Philippe. Côté gauche, il risque une motion de censure de la gauche que le RN pourrait voter. Donc je crois que François Bayrou a fait preuve, là encore, d'une certaine maladresse tactique. C'est un peu sa marque de fabrique depuis 3 mois quand même. Il se prend les pieds dans le tapis. Merci beaucoup Christophe Barbier, on vous retrouve demain matin à 7h45, votre invité sera Caroline Yadan.